Bonjour à tous, nous allons commencer le cours de dessin électrique. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc tous les composants de puissance que nous pouvons rencontrer dans des plans électriques. Alors on va surtout parler du câblage industriel, donc ce qui existe en industrie. Et donc comme je viens de vous le préciser, donc les différents composants. Alors voici un exemple d'un schéma électrique. Alors vous avez donc différents composants dans la puissance. Alors vous avez donc en Q1 ici donc le sectionneur porte fusible, les contacteurs, relais thermiques, moteur, transformateur, sectionneur porte fusible, donc les différents interrupteurs à bouton tournant, des voyants. Voilà, donc nous allons en fait regarder un petit peu plus en détail donc le rôle de ces différents composants. Alors ici nous avons donc le premier composant qui est donc le sectionneur. Donc le sectionneur que nous retrouvons donc ici en Q1. Donc ici dans la partie puissance, nous avons donc des sectionneurs porte-fusibles. D'accord? Et nous les retrouvons après dans la partie commande sous forme de contact de pré-coupure. Par exemple ici en Q2, vous avez ici un contact de pré-coupure, voyez, qui se retrouve dans la partie commande, qui permettra donc de désactiver donc le contacteur CHEM1. Donc lorsque Q2 n'est pas enclenché, vous avez en fait l'interrupteur Q2 qui est donc ouvert. Donc alors au niveau de la symbolisation, donc vous avez en fait ici vous voyez le petit trait horizontal de Q1 qui symbolise que je suis en présence d'un sectionneur. Si vous avez la petite boule en plus dans le symbole électrique, ceci correspond donc à un interrupteur. Alors, quelle est la différence entre un interrupteur et un sectionneur? Donc ça, c'est très important. Le sectionneur ne peut pas être manipulé en charge. Donc c'est-à-dire que si le moteur fonctionne, donc le sectionneur, donc ici ce symbole-ci, si je suis en présence d'un symbole pareil, donc ça veut dire que si le moteur tourne, je ne peux pas déclencher mon moteur. Il n'y a pas de pouvoir de coupure. Donc le pouvoir de coupure, c'est l'intensité maximale que peut couper donc un dispositif donc en présence ici un sectionneur. Donc je n'ai pas de pouvoir de coupure dans le cas d'un sectionneur. Par contre, un sectionneur interrupteur, donc là je pourrais donc couper en charge un moteur. Ensuite, nous avons donc le sectionneur porte-fusible. Donc en plus du sectionneur, donc un sectionneur, c'est donc le sectionnement, ça sert donc petit rappel, ça sert bien à isoler donc électriquement des circuits de puissance et des circuits de commande par rapport à l'alimentation générale. Donc ici on a un sectionneur porte-fusible, donc le sectionneur porte-fusible protège en plus l'installation des courts-circuits par l'intermédiaire ici d'un fusible. Au niveau en fait du symbole électrique, donc vous avez donc les trois contacts de puissance. Donc les bornes sont numérotées 1, 3, 5 en amont et en aval, 2, 4, 6. Donc on rentre toujours en impair et on sort toujours en pair dans les circuits de puissance et de commande. En plus de cela, donc au niveau du sectionneur port fusible, donc vous avez deux contacts de pré-coupure qui se retrouvent dans le circuit de commande. Dans tous les schémas électriques, donc vous aurez donc au niveau du repère, le repère qui sera noté Q. Au niveau du catalogue, quand on recherche en fait un sectionneur, il y a donc différents paramètres à tenir compte. Donc l'intensité nominale du sectionneur, par exemple 25, 32, 50, 125 ampères. Vous avez donc la taille du cartouche fusible à insérer donc dans le sectionneur porte fusible. Et après vous avez le nombre de contacts de précoupure. Et vous avez encore d'autres caractéristiques comme le dispositif contre la marche monophasée. On verra un exemple plus loin dans le cours détaillé du choix de différents composants dans les catalogues. Alors une vue plus peut-être un peu plus détaillée du sectionneur.
Vous avez donc les contacts de puissance qui sont ici. Vous avez une poignée frontale. Donc un sectionneur, ce qui est important, c'est que on doit toujours voir en fait que la coupure soit bien visible. Donc on doit le voir ici par une poignée frontale qui ressort du sectionneur. Vous avez ici donc une poignée latérale par exemple qui permet donc d'activer ou pas le sectionneur. Donc chaque fois qu'un sectionneur est enclenché ou déclenché, on doit pouvoir le voir. Alors dans le sectionneur donc on mettra donc des fusibles. Donc ici alors il y a deux types de fusibles, des fusibles de type GG ou de type AM. Donc alors les fusibles de type GG, donc ce sont des cartouches qui permettent la protection contre les courts-circuits ou contre les surcharges. Mais donc ce sont des cartouches fusibles dites rapides, hein. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour protéger par exemple des installations de chauffage. Donc il n'existe pas de pointe de courant de pointe de courant. Par exemple, au niveau du démarrage d'un moteur électrique, par exemple, nous on utilisera alors des fusibles AM. Donc les fusibles AM permettent en fait de protéger les moteurs contre les courts-circuits et laissent passer donc un courant de pointe au démarrage du moteur. Donc vous avez bien compris, donc deux types de fusibles, des fusibles de type AM pour les moteurs et de type GG rapide pour toute autre installation. Donc en fonction ici donc des dimensions des cartouches fusibles, donc on va pouvoir les insérer donc dans différents types de sectionneurs porte-fusibles. Voici le symbole donc du fusible. Alors sur le fusible, il y a différents donc types d'éléments, de caractéristiques. Donc il y a la description, l'intensité nominale, la tension nominale. Donc le pouvoir de coupure, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il est représenté dans un rectangle. Donc ici 10 000 ampères signifie que le fusible va pouvoir couper jusqu'à donc 10 000 ampères. Au-delà de ce 10 000 ampères qui est un courant de court-circuit, donc là il pourrait y avoir donc il pourrait y avoir un arc électrique entre les bornes du cartouche du fusible, même s'il est fondu. Voilà, puis après ici on a la section, l'agrément, CBEC, la marque. Et alors les valeurs standardisées en fait d'un fusible, les voici. Ne pas retenir par cœur, donc ce sera recherché dans les catalogues. Alors ici par exemple nous avons ici donc des courbes de fusion en fait des fusibles. Alors par exemple ici si je prends un exemple, si je vais prendre ici un exemple par exemple si je vous donne par exemple donner le temps de fonctionnement d'un fusible GG donc de 8 ampères pour un courant imaginons que j'ai 20 ampères. Alors comment va-t-on faire? On voit ici que ici j'ai l'intensité en ampères. Donc si j'ai par exemple donc 20 ampères qui traversent mon fusible. Donc ici je regarde ici, donc ce sont des échelles logarithmiques. Donc ici je suis 10, donc ici donc je serai à 20. À 20 je monte donc sur ma courbe de mon fusible de 8 ampères. Donc 8 ampères, donc il sera donc ici, voilà. 8 ampères. Et à 8 ampères, après je regarde donc à gauche sur mon temps en secondes. Et donc on voit ici donc si je suis bien, que je suis bien donc à un temps de fusion de mon fusible de 10 secondes lorsque je fais passer donc 20 ampères dans un fusible GG de 8 ampères. Ensuite, donc là, ici j'en ai terminé avec donc mon sectionneur porte fusible. Donc les sectionneurs en général. On va commencer maintenant à travailler donc le disjoncteur magnétothermique. Donc le disjoncteur de magnétothermique, voici donc la stabilisation du disjoncteur magnétothermique. Donc dans un schéma unifilaire, donc il est représenté donc par une croix. Lorsque je suis en présence d'un schéma multifilaire, donc j'ai ici le symbole du thermique et ici le symbole du magnétique. D'accord, donc le thermique protégera donc mon installation contre les surcharges, le magnétique protégera mon installation contre les courts-circuits.
la petite croix qui symbolise que je suis en présence donc d'un disjoncteur. Et ici Q1, on retrouve mon sectionneur. Comment fonctionne donc le thermique? Comment fonctionne le thermique donc d'un disjoncteur? Donc regardez ici un exemple, je vais chauffer donc la lame, d'accord, en qui se déforme. Et quand la lame disparaît, on voit que l'élément donc reprend sa position initiale. Donc c'est le thermique, c'est le rôle du thermique. Donc vous voyez que une lame où l'intensité nominale est trop importante, donc va se déformer et donc couper le circuit. Donc voici, donc par exemple ici un disjoncteur, on voit ici donc, voici donc le courant qui va circuler dans mon disjoncteur à partir d'un certain courant trop élevé. Donc ce bilame va se déformer et couper le circuit. Voyons, voilà, voilà. Alors ceci donc c'est le magnétique. Donc là c'est une bobine qui est traversée par un courant de court-circuit qui va attirer vers elle donc le contact et donc aussi de la même façon ouvrir le circuit. Voilà. Vous avez les courbes de déclenchement des disjoncteurs magnétothermiques. Donc, qui se trouve comme ceci et qui se lit de la même façon que l'exemple que je vous ai donné sur le fusible. Donc ici on a le courant nominal, le courant qui traverse pardon, votre disjoncteur, on monte sur la courbe et donc là on trouvera le temps de déclenchement. Donc ici ça sera le thermique qui s'activera dans cette zone-ci et dans la zone ici, donc ce sera donc le magnétique. D'accord, avec des courants beaucoup plus élevés, qu'on appellera donc des courants de court-circuit. Donc nous aurons donc un temps de déclenchement très rapide. Voilà. Donc ici, les différentes courbes correspondent aux différentes valeurs de courant nominal des disjoncteurs. Alors, donc ici, donc lorsque l'on réalise un montage en connectique, vous l'avez déjà testé, donc on vérifie toujours bien l'absence de court-circuit avec un ohmmètre. Alors c'est ce que vous avez fait en connectique, mais normalement on devrait utiliser un mégomètre qui va me permettre en fait d'envoyer une tension beaucoup plus importante pour vraiment mesurer l'isolement de mon circuit en aval de mon disjoncteur. Donc j'en ai terminé avec donc mon disjoncteur magnétothermique. Donc je vais maintenant vous parler donc du relais thermique. Alors le relais thermique, donc au niveau de la puissance, la stabilisation sera comme ceci. Donc au niveau des bornes, ce sera toujours la même chose. 1, 3, 5 au-dessus, 2, 4, 6 en bas. Et ceci, donc des nombres à deux chiffres correspondra à tout ce qui se trouvera donc dans la commande. Alors regardons un exemple d'un relais thermique. Donc vous avez ici donc l'élément, le relais thermique, qui se placera donc en dessous donc du contacteur de puissance. Donc regardons ici, le contacteur de puissance est ici. Vous avez donc là ici le relais thermique. Dans la commande, vous avez le contact de précoupure qui est ici en F1. Donc lorsque le relais thermique, alors chose très importante, vous voyez bien que le relais thermique, le contact de précoupure du relais thermique est bien normalement fermé. Pourquoi? Parce que lorsque le relais thermique donc va mesurer un courant donc trop important de surcharge, donc c'est le contact F1 donc qui va s'ouvrir. Donc il n'y a pas de contact dans la puissance, il n'y a qu'un contact dans la commande. Donc c'est bien normalement fermé, qui lorsqu'il est enclenché ouvre donc tout ce qui est commande et donc le contacteur CAM1 donc sera déclenché et c'est lui qui coupera donc le moteur électrique. D'accord, et ici on utilise donc un normalement ouvert F1 pour signaliser par exemple en H2 donc la présence d'un défaut de surcharge. Voilà, et puis après pareil, hein, donc là on verra ça plus tard, donc les choix dans le catalogue des différents types de relais thermiques en fonction de leur utilisation. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi dans les schémas de puissance, donc les contacteurs et relais. Donc ici, on a ici
donc des contacteurs de puissance. On voit les bornes qui sont beaucoup plus importantes que des relais, où on aura dans un relais que de la commande. D'accord? Donc ce sont tous les contacts qui se trouveront donc dans un relais sera présent donc dans un schéma de commande. Vous avez donc dans les relais que des bornes dont les bornes sont à deux chiffres. D'accord? Par exemple 13-14 qui correspondra au normalement ouvert, 21-22 qui sera donc le deuxième contact, qui serait par exemple un normalement fermé. Tandis que dans les bornes, dans un contacteur, j'ai trois contacts, si c'est du triphasé, trois contacts de puissance, donc 1, 3, 5, 2, 4, 6 en bas. Voilà. Donc comme je vous ai dit ici, donc ici je suis donc en présence d'un relais parce que je n'ai que des contacts dont les bornes sont à deux chiffres. Donc il n'y a que ces contacts-là se retrouveront uniquement donc dans un schéma de commande. Voilà, donc la petite vidéo qui vous montre l'utilisation donc des relais et des contacteurs. Si c'est pas encore été clair, mais je pense que ça a déjà été clair pour vous dans les cours de connectique. Alors ici, vous avez donc la stabilisation donc de la bobine dans le relais d'un contacteur. Donc les contacts de puissance, faites attention aux petits demi-cercle qui symbolise bien que je suis dans un contact de puissance d'un contacteur. Vous avez ici le contact qui se trouvera dans la commande parce que j'ai donc au niveau des bornes j'ai un 13-14 et pareil pour un normalement fermé un 11-12. Donc un normalement ouvert on appelle ceci aussi un contact à la fermeture et un normalement fermé on appelle aussi ce contact un contact à l'ouverture. Voici donc, alors au niveau des contacts, je peux aussi avoir au niveau de mes contacteurs ou de mes relais, donc des contacts inverseurs. Donc j'ai une bande commune et qui débouche sur une bande 1 ou une bande 3. Ou alors des contacts bipolaires comme ceci. Alors, donc, je vous ai parlé donc des contacteurs et des relais. Alors, une spécificité aussi, c'est le relais de sécurité, qui est un relais qui va me permettre d'avoir des redondances. Donc, c'est un relais un peu plus évolué. Donc, imaginons ici, c'est un relais quand j'enclenche mon bouton poussoir marche. Donc ici, vous voyez, donc ici, j'ai la phase, j'ai mon neutre, j'active à 1, à 2 en 230 volts ou en 24 volts, hein, tout dépend du type de relais de sécurité. Donc après, donc ici, donc j'ai un pont de diode qui va me redresser mon courant en continu. Donc ici, imaginons que j'ai 24 volts continu, il a. Donc mon plus arrive ici. Dès que j'active mon bouton poussoir marche, je vais activer donc K1, K2 qui va activer donc ici le K1, K2 les relais. Et donc je vais avoir ici KM1 et KM2 qui seront activés et qui activera donc mon moteur. Ok. Alors dès que j'active par exemple ici qu'il y a un défaut à mon moteur, donc j'active ici par exemple S1 qui est mon arrêt d'urgence. Voilà, j'active le S1 et donc on voit ici que CAM1 et CAM2 ne seront plus alimentés. Ici, je n'aurai plus l'alimentation 24 volts continue. Donc K1, K2 sera déclenché. KM1, KM2 seront aussi déclenchés. Pour réenclencher, donc si vous voulez mon moteur, je devrais donc réarmer par le bouton poussoir marche. Donc lorsque le S1 revient dans sa position initiale, donc je dois réarmer au niveau de S2 donc pour pouvoir redémarrer mon moteur. Donc quel est l'avantage du relais de sécurité? C'est que j'ai dédoublé ici mes contacts de commande, j'ai un K1, K2 qui sont en série, donc c'est de la redondance si vous voulez, donc ça me permet au niveau de la sécurité d'avoir une meilleure sécurité. Donc pareil pour les contacts de puissance, j'ai KM1, KM2 qui sont en série et qui me permet donc d'assurer le fonctionnement de mon moteur par une redondance KM1, KM2. D'accord? Donc si j'ai un défaut au niveau d'un KM1 ou d'un KM2, d'un K1 ou d'un K2, ben, tout ceci il sera déclenché par mon relais de sécurité. Alors ici, j'ai... bon, après on va en parler un peu des boutons poussoirs. Donc ici, c'est la symbolisation d'un bouton tournant. Donc ici, symbolisation du bouton tournant, donc à deux positions, vous voyez, et à accrochage fixe. Donc ici, au niveau de symbolisation, donc ça c'est l'interrupteur, ici c'est le trait plein, donc ça veut dire que c'est la position qui indique la position de l'interrupteur.
Commande rotative qui peut être mise sous clé. Et ici, c'est la stabilisation du retour donc non automatique. Voilà, donc les différents types de symbolisation aussi pour la signalisation. Je ne vais pas tout détailler, vous n'avez qu'à lire. Alors, au niveau du démarrage, alors ceci on y reviendra plus tard, j'aurais pas dû mettre cette vidéo aussi. Mais donc au niveau du fonctionnement, ben, donc on voit les différents composants. Donc ici le moteur, vous avez ici les disjoncteurs, transformateurs. Enfin tout ça on a déjà vu. Donc le sectionneur porte fusible, le contacteur et le relais thermique en dessous. Et le moteur en bas. Alors en guise d'exercice, donc quels sont donc les différents éléments que constitue donc un schéma électrique. Donc, comme je vous l'ai dit, ceci c'est le sectionneur porte fusible Q1 qui se retrouve ici. Q2 aussi c'est un sectionneur porte fusible, il se retrouve là. KM1 c'est le contacteur qui se trouve donc ici. Le F1 est le relais thermique qui se retrouve ici, qui se trouve donc juste en dessous du contacteur, et le moteur électrique triphasé ici. Vous avez ici donc des sectionneurs porte fusibles qui sont bipolaires, donc là qui se retrouve ici. Le transformateur qui se retrouve ici. Donc c'est ici donc le bouton tournant qui se trouve ici en S1 et les boutons poussoirs par exemple ici se trouvent ici en S5. Le voyant, d'accord, voyant ici. Ici donc c'est bien, donc ceci c'est un fin de course qu'on peut retrouver en S2 ou en S3, d'accord, et le compteur ici par exemple en P1. Alors au niveau en fait des fonctions de départ moteur, donc la partie sectionnement pour résumer tout ce qu'on vient de dire sert donc à isoler les circuits de leur source d'énergie. Donc il y a trois types en fait de sectionnement. Donc il y a le sectionneur simple, l'interrupteur sectionneur donc avec la petite boule qui me permet de couper en charge et le disjoncteur avec la petite croix. Vous avez après les interruptions. Donc les interruptions donc interrompent l'alimentation électrique en pleine charge. Donc le sectionneur ne me le permet pas. Qu'est-ce qui me permet de faire l'interruption? Donc des interrupteurs sectionneurs, des disjoncteurs. Donc on voit que le disjoncteur peut faire et la fois la partie sectionnement et à la fois la partie interruption. Donc un départ moteur doit toujours en fait pouvoir réaliser donc les 5 fonctions de base. Donc les deux premières étant le sectionnement et l'interruption. Donc dans un schéma de puissance, je devrais toujours retrouver ces 5 fonctions de base. Alors la troisième fonction donc a été protégée, donc mon moteur, si c'est un moteur, donc on des court-circuits. Donc alors quels sont les éléments qui me permettent de détecter les court-circuits? Donc j'ai le fusible, les disjoncteurs et le relais thermique. Contre les surcharges, donc quels sont les éléments qui me protègent qu'on est surcharge? Donc j'ai le relais thermique qu'on a défini précédemment et le disjoncteur moteur. Pour terminer, donc dans tout circuit de puissance, j'ai besoin de commuter, donc pour faire démarrer donc mon moteur à distance. Donc là, ça sera donc le contacteur dont la stabilisation est ici. Voilà, donc ça c'est les 5 fonctions de base, vraiment à bien connaître lorsque je veux réaliser un départ moteur. Voilà, donc au niveau de la stabilisation, en guise d'exercice, donc voici donc encore l'interrupteur sectionneur, représenté comme ceci, le disjoncteur magnétothermique triphasé, comme ici. Alors, très important en fait ce qui suit. Donc alors, pour assurer donc ces 5 fonctions de base, je peux avoir une solution 3 produits qui est donc l'interrupteur sectionneur torque fusible en association avec le contacteur en association avec donc le relais thermique. Première solution. Deuxième solution. Aussi une solution 3 produits, d'accord, ou alors ici donc j'ai le disjoncteur magnétique donc, qui me protège contre les court-circuits. Les surcharges seront ici assurées par le relais thermique et la commutation d'accord par le contacteur. Le disjoncteur assure la partie sectionnement et assure la partie interruption. Vous avez ensuite la solution 2 produits, où vous avez le disjoncteur magnétothermique associé au contacteur.
Et la dernière possibilité, c'est l'intégrale où j'ai donc le disjoncteur magnétothermique avec la partie sectionnement. Donc là, c'est l'intégrale qui est le contacteur qui est associé dans ce produit. Voilà, donc ici, je vous invite à réaliser ces exercices qui permet donc de synthétiser donc ce que je viens de vous expliquer pour la partie puissance. Donc vous retrouverez donc les slides donc dans Moodle et vous pourrez faire à votre aise ces exercices. On va pouvoir les corriger en visioconférence donc le jour de du cours, hein. Voilà, je vous remercie. Donc voilà.